Et ça y est les amis, c'est le grand retour de Esprit IA. Ici Alexandre et à l'occasion des fêtes, on revient avec Esprit IA. Retrouvez-nous tous les mois, une fois par mois, avec des invités de qualité pour parler d'intelligence artificielle. Et je vous diffuse en avance de phase, cette archive d'Esprit IA qui a été enregistrée en mai dernier avec Julien Redelsperger sur le marketing, le business, l'intelligence artificielle. Je vous souhaite une bonne émission et on se retrouve dès janvier pour des nouveaux épisodes. Sans cesse, vous ne faites qu'entendre qu'il ne faut plus attendre pour lancer son business. Que vous cherchiez à lancer votre business ou que vous soyez un entrepreneur en herbe ou que vous souhaitiez renforcer votre business existant, l'IA offre des opportunités sans précédent. Mais comment les saisir enfin ? Avec Julien Redelsperger, plongez avec nous dans cette nouvelle émission, dans les stratégies pour lancer et booster votre business grâce à l'IA. Bienvenue sur Esprit IA les amis, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle pour les professionnels et les passionnés. Je suis Alexandre, fondateur du Media, et à chaque fois, nous partons à la chasse au mystère de la tech, décryptant main dans la main avec des experts de premier plan l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Redelsperger, fondateur du podcast AI Experience et qui a beaucoup de choses à nous dire sur comment vraiment tirer profit de l'IA pour lancer enfin son business en 2024. Salut Julien, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus à nos invités aujourd'hui ? En tout cas, moi, je suis vraiment très honoré de te recevoir sur mon plateau. Eh ben, écoute, avec plaisir, merci de ton invitation. Donc, effectivement, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le monde du marketing. Au départ en France, je suis originaire de Troyes en Champagne. Et puis, il y a une dizaine d'années, je me suis expatrié au Canada, où je vis aujourd'hui. J'habite à Ottawa, la capitale fédérale du Canada. Et donc ça fait 10 ans que je suis au Canada, toujours dans le monde du marketing, à travers différents secteurs d'activité. J'ai travaillé dans le monde de l'éducation, j'ai travaillé dans le monde de la santé, dans le monde du droit, dans le monde de la tech. J'ai cofondé également une start-up, développé plusieurs business. Je suis également copywriter, rédacteur, indépendant en freelance en parallèle de toutes mes activités. Et comme tu le disais, j'ai lancé en septembre 2023 un podcast qui s'appelle AI Experience. Et ce podcast, je l'ai lancé parce que, en tant que professionnel du marketing, j'ai vu un peu toute la vague des outils d'IA générative arriver. Et je me suis dit, si je m'y intéresse pas à l'IA très rapidement, c'est elle qui va s'intéresser à moi avec les risques que ça comporte en matière professionnelle, c'est-à-dire déclassement professionnel, perte de job, et surtout ne plus être connecté vraiment à la réalité de ces innovations technologiques. Donc quand on bosse dans le marketing, dans la com ou dans le business en général, c'est super important de rester connecté à tout ce qui se fait, à toutes ces innovations. Et là, on s'est rendu compte qu'avec l'IA, ça va vite, ça va très vite, et c'est probablement une des révolutions, innovations technologiques qui est en train de se dérouler sous nos yeux le plus rapidement possible. D'où l'intérêt de s'y intéresser, d'où l'intérêt des podcasts notamment, et donc de ton podcast Alexandre Esprit. On voit avec toi que là on a une personnalité de choix justement pour pouvoir parler de la nécessité vraiment de lancer son business en 2024 grâce à l'intelligence artificielle. Ce qu'on dit souvent, c'est ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer les entrepreneurs, les salariés, etc. Mais ce sont ceux qui savent utiliser l'intelligence artificielle qui vont les remplacer. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, avec la révolution que l'IA est en train de représenter dans l'ensemble des métiers, en particulier pour la communication, le marketing, etc., on est obligé de s'y intéresser, on est obligé de savoir la maîtriser, de l'utiliser, de l'intégrer dans son quotidien pour pouvoir rester à la page et pour pouvoir tirer profit vraiment de tout le potentiel de cette technologie. Donc on va en parler aujourd'hui, chers auditeurs. Avant ça, n'oubliez pas de laisser un petit 5 étoiles sur ce podcast, de le partager. N'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux. Et on commence tout de suite avec la première rubrique, le tour du monde de l'IA. Aujourd'hui, on a deux actualités dans le cadre du tour du monde de l'IA et la première, c'est une actualité que évidemment vous avez vu passer la semaine dernière, c'est le lancement de ChatGPT 4o.
OpenAI vient de lancer GPT-4o, donc c'est une version améliorée de notre modèle de langage préféré de ChatGPT. Il est plus rapide, il est plus interactif. GPT-4o, il est capable de traiter de l'audio, de la vidéo, du texte en temps réel. O, c'est pour omnicanal, ce qui veut dire multimodalité en quelque sorte. La semaine dernière, il a été dévoilé sur YouTube dans un live de Nira Murati de OpenAI avec des cas d'usage comme la résolution d'équations mathématiques, donc quelque chose sur lequel ChatGPT n'était pas bon jusqu'ici, l'interprétation des émotions et même la traduction des conversations en temps réel. Disponible aussi dans ChatGPT avec une partie gratuite. GPT-4o vise à rivaliser avec Google Gemini, notamment dans un secteur de l'IA générative ultra concurrentiel. Mais est-ce que c'est suffisant pour devancer notamment Google qui vient d'annoncer par ailleurs l'arrivée de l'IA sur son moteur de recherche? On va en discuter tout de suite avec Julien. Oui, effectivement, j'utilise ChatGPT depuis quasiment depuis le lancement. Assez rapidement, je suis passé à la version premium payante, et donc là j'ai regardé la keynote la semaine dernière, qui était effectivement assez impressionnante. Ça fait 3-4 jours à peu près que j'ai accès à ChatGPT 4o, et c'est vrai que les promesses sont assez impressionnantes, assez alléchantes. Moi de mon côté, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un modèle qui est aujourd'hui effectivement plus puissant, beaucoup plus rapide, ça c'est certain. Par contre, j'ai l'impression que c'est un modèle aussi qui est un peu plus gourmand en ressources. En tout cas, moi, je travaille sur un Mac qui est pas très récent, un Mac Intel encore. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le modèle 4o a l'air un peu gourmand en termes de ressources informatiques. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Après, clairement, plus rapide, plus puissant, plus intéressant pour échanger avec. Et puis surtout, ça permet d'avoir une variété d'accès, notamment l'accès gratuit qui a été proposé par OpenAI, ce qui a soulevé également beaucoup de questions, de savoir est-ce que l'accès payant finalement est encore pertinent ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire avec l'accès gratuit et l'accès payant. Mais les promesses de la keynote telles qu'elles ont été dévoilées la semaine dernière sont assez impressionnantes. Et c'est là qu'on se rend compte que ça va vite, ça va très vite. Et je suis curieux de voir où est-ce qu'on en sera dans 6 mois et dans un an. Effectivement, moi aussi, de mon côté, j'ai pu commencer à utiliser ChatGPT 4o et on voit à quel point il y a du changement. Alors, ChatGPT 4 était vraiment agréable à utiliser, mais pour le coup, c'est vrai que parfois, sur des longs prompts, il pouvait nous mettre 1-2 minutes, 3 minutes parfois à générer une réponse et ça pouvait être très lent. Là, avec GPT-4o, ce sont des réponses qui sont quasi instantanées et c'est vraiment extrêmement agréable, extrêmement fluide de pouvoir converser avec, que ce soit textuellement ou également dans le mode vocal. Alors, une des promesses qui a été apportée dans le cadre de ce live, c'est une révolution du mode vocal. Donc, vous le savez, vous pouvez utiliser ChatGPT désormais sur votre smartphone notamment, et donc vous pouvez passer un coup de fil à ChatGPT et en fait il va vous répondre comme si c'était quelqu'un qui était en face de vous. Mais jusqu'ici, le mode vocal, il mettait quand même assez de temps à répondre. Avec GPT-4o, là on le voit, ce sont des réponses qui sont quasi instantanées. Très impatient, effectivement, tu as raison de souligner le film Her avec c'est Scarlett Johansson, je crois, qui fait la voix de l'assistante intelligente dans le système. Très bon film d'ailleurs que je recommande. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu, en tout cas à la keynote la semaine dernière, était assez impressionnant. Moi, la première pensée que j'ai eue, je me suis dit, c'est ce à quoi Siri devrait ressembler dans l'écosystème Apple. C'est ce à quoi les assistants vocaux qu'on nous vend depuis 10 ans devraient ressembler. Tu vois, avoir une vraie conversation, répondre, rebondir, etc. Et là, on a vraiment l'impression que ChatGPT a pris tellement d'avance dans ce domaine que les cas d'usage sont infinis, quoi. La démonstration de traduction notamment était assez folle, de se dire t'as 2 personnes qui parlent 2 langues différentes qui se comprennent pas entre elles, juste avec un téléphone tu es capable d'avoir une vraie conversation de manière quasiment instantanée, de faire une traduction en direct. C'était vraiment fou à voir. Alors c'est ultra prometteur, mais aussi dans le monde professionnel, j'ai cette casquette un petit peu de gestion des risques de l'intelligence artificielle, et là je suis obligé d'en parler également. C'est vrai que en fait, avec ces modes vocaux
qui sont instantanées, qui sont ultra faciles à utiliser et vraiment qui ressemblent vraiment à des conversations humaines. Il y a quand même des risques qui augmentent, hein, malgré tout, selon moi. Par exemple, le risque de dépendance à la technologie, c'est-à-dire que là, on risque d'amplifier l'isolement des gens vis-à-vis du numérique, qui sortiraient moins de chez eux, qui rencontreraient moins de personnes et qui finalement seraient davantage amenés à se confier à des machines qui ne sont finalement pas des humains et donc de s'isoler. Et puis également une personne qui au jour le jour utiliserait GPT-4o pour des conversations téléphoniques, eh bien risquerait de petit à petit commencer à se confier de plus en plus à l'intelligence artificielle. Si demain on a un piratage du compte de cette personne et que cette personne a révélé énormément de choses confidentielles, eh bien il y a quand même des risques qui sont forts. Alors, tu as raison. Et alors, moi, je vais pas te contredire, mais je vais juste nuancer un tout petit peu, si tu veux bien, Alexandre, sur la partie personnelle. Dans mon podcast, j'interroge des professionnels de plein de domaines différents, et je me souviens de plusieurs conversations que j'ai eues avec des experts de l'IA qui me disaient que, notamment dans tout ce qui est question solitude, discussion avec des robots ou des intelligences artificielles, il peut y avoir quand même des bénéfices importants. Alors certes, ça peut isoler, il faut faire très attention à pas s'enfermer dans ce modèle-là, mais parfois on a des personnes qui peuvent souffrir de phobie sociale, de troubles anxieux, ou tout simplement qui n'ont pas les moyens de discuter avec un psychologue ou un psychothérapeute, ou parce que son psy n'est pas disponible au moment où ils en ont besoin, etc. Et le fait de discuter, d'échanger avec un modèle type ChatGPT ou là ChatGPT 4o peut amener, en tout cas dans certains cas, une forme de bien-être pour trouver rapidement des réponses à des questions ou pour trouver des idées ou essayer de trouver des solutions à certains problèmes, tu vois. Quand quelqu'un fait, je sais pas, une crise d'anxiété un vendredi soir à 21h, c'est sûr qu'il y aura personne, enfin, si la personne n'est pas bien entourée, c'est difficile de trouver un psy disponible à cette heure-là. Et ces modules-là peuvent être intéressants. Et dans mon podcast, j'ai commencé à m'interroger également et à m'intéresser sur tous ces assistants, ces personnes virtuelles, ces assistants virtuels. On peut citer le modèle de Replica qui est le plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres, dans plein de domaines différents d'ailleurs. Et c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que ces outils peuvent à la fois tendre à poser un problème quand c'est mal utilisé ou quand ça peut t'isoler justement, te déconnecter un peu de tes liens sociaux, mais en même temps pour certaines personnes ça peut être aussi un bénéfice et ça peut être un moyen de se reconnecter et d'aller chercher parfois des réponses à des questions. Justement, Julien, moi je vais te poser une question à 1 million d'euros, mais en réalité, quand on voit à quel point ça va vite du côté d'OpenAI, quand on voit à quel point les fonctionnalités sont en train vraiment de se développer de plus en plus, quand on sait que le live de Nira Murati était prévu pour une durée d'1 heure et n'a duré que 25 minutes finalement, après avoir été déjà repoussé une première fois. On se dit, ça avance très très vite du côté d'OpenAI, il y a normalement de nouvelles fonctionnalités qui devraient sortir très vite, et à quand GPT-5 ? Alors, évidemment, je n'ai pas la réponse. Je travaille pas chez OpenAI et je suis même pas sûr que chez OpenAI ils aient une réponse. Mais j'imagine que ça va arriver dans plusieurs mois. Ça va forcément arriver. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai lu, et une fois de plus, je suis pas dans les petits papiers d'OpenAI, mais ChatGPT 5 serait vraiment une grosse transformation. On parle de AGI. Alors, je vais te laisser expliquer exactement ce que c'est, Alexandre, mais en gros, c'est une intelligence artificielle globale, multimodale, qui serait beaucoup plus puissante que ce qu'on a là aujourd'hui. Mais je vois pas ça arriver à court terme, c'est certain. Mais quand elle va arriver, en revanche, je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Alors effectivement, les GI, c'est Artificial General Intelligence. Donc c'est l'idée en fait qu'une intelligence artificielle pourrait répondre de manière générale à un ensemble de cas d'usage et donc concurrencer l'homme sur non pas une seule finalité, mais sur un ensemble de finalités. Et donc pourrait même le surpasser quasiment dans tous les domaines. Jusqu'ici, c'était finalement un concept qui était débattu, qui était considéré comme de la science-fiction par beaucoup, mais par exemple, on a Google DeepMind qui considère qu'avec l'arrivée de l'IA générative et avec l'arrivée de ChatGPT, eh bien, on est rentré d'ores et déjà dans l'ère de l'AGI, parce que on commence d'ores et déjà à avoir des intelligences artificielles qui ne répondent plus que sur un cas d'usage précis et sont capables de concurrencer l'homme dessus, mais sur
une infinité de cas d'usage. Et donc, au fur et à mesure du temps, dès lors qu'elles vont commencer à être de plus en plus performantes, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elles s'empêchent de dépasser l'humain sur énormément de domaines. Donc évidemment, il faudra toujours de la supervision humaine, évidemment, il faudra toujours un contrôle humain, mais pour autant, eh bien, quand on voit le progrès technologique, c'est difficile de se dire qu'il n'y aura pas un moment où finalement la barrière sera franchie et où on aura des systèmes GPT-5, GPT-6, GPT-7 peut-être, qui seront en capacité eh bien, de concurrencer l'humain sur énormément de domaines. Et je pense que ça soulève un point important, c'est la nécessité pour tout le monde, hein, qu'on soit dans le monde de la tech ou non, c'est de continuer à se former et à s'intéresser au sujet. Parce que clairement, l'intelligence artificielle, et notamment l'IA générative, on sait que ça va quand même transformer beaucoup le marché du travail. Il y a des jobs qui vont évoluer, qui vont devoir évoluer sans aucun doute, dans les fonctions, dans les tâches, dans les responsabilités. Il y a des emplois qui vont être plus attractifs, d'autres moins attractifs. Et je pense que la nécessité de se former à la fois sur la partie un petit peu technologie, comment prompter, comment utiliser, dans quel cadre, etc. Mais également sur ses soft skills, c'est-à-dire sur son savoir-être, sur sa capacité finalement sa capacité humaine. Je pense que ça va être extrêmement important pour mieux travailler en équipe, mieux gérer des projets et mieux travailler avec l'IA. En fait, le but, c'est pas de travailler contre l'IA, c'est pas l'humain contre l'IA, mais c'est l'humain avec l'IA et comment est-ce qu'on peut devenir une sorte d'humain, de professionnel augmenté en utilisant tous ces outils d'IA. Alors ça peut être un peu épuisant parce que quasiment tous les jours, on a une nouvelle annonce, on a des nouveaux outils, on a des nouvelles techniques qui sortent. Mais c'est certain qu'il faut s'intéresser en continu à ces sujets, qu'on travaille dans le marketing, l'industrie, les finances, les RH, le droit, etc. Tous les secteurs sont, pour moi en tout cas, impactés. Alors je te remercie Julien parce que ce que tu dis fait parfaitement la transition avec la deuxième actu dont on va parler parce qu'effectivement eh bien il y en a qui n'ont pas attendu qu'on leur dise pour s'approprier les outils d'IA et notamment d'IA générative et commencer à s'en servir notamment en tant que freelance. Et on a eu un article récent dans le cadre en fait qui est issu d'un rapport de Malte qui est une plateforme de freelance en ligne qui nous dit que la demande de freelance experts en IA générative explose. Alors je m'explique. Donc cette plateforme de freelance a publié un rapport 2024 qui met en lumière l'évolution du marché de l'emploi des professionnels indépendants dans le domaine de l'IA. L'IA générative connaît une percée spectaculaire avec une demande pour les freelance experts, notamment dans ce qu'on appelle les RAG en hausse de 300%. Entre 2022 et 2023. Alors, les RAG, je suis pas un spécialiste technique du sujet, mais c'est l'idée de prendre un modèle d'IA générative et de le répercuter dans un SI d'une entreprise, d'un business, d'un site internet, en l'adaptant finalement avec une bibliothèque documentaire interne, donc une nouvelle couche de données qui sont les données de l'entreprise, pour qu'ils produisent des réponses plus spécifiques. Donc typiquement, vous avez un site internet qui est un site de e-commerce, vous lui apportez une base documentaire à cette IA générative en retravaillant vos données internes, et donc comme ça, il pourra mieux adapter ses réponses quand vous le déploierez en tant que chatbot sur votre site internet auprès de vos clients, en pouvant puiser en priorité sur vous, vos données internes, par exemple. Donc c'est ça en gros les RAG. Et donc parallèlement, on nous dit que l'offre de freelance dans ce domaine a augmenté de 200%. Donc là, c'est vraiment énorme et on voit à quel point finalement, et je vais te poser la question Julien, mais l'IA n'est pas simplement qu'un effet de mode. Non, c'est sûr, l'IA n'est pas qu'un effet de mode. En revanche, l'IA est aussi un effet d'opportunité. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui d'un seul coup se présentent comme spécialistes, professionnels, formateurs de l'IA, qui n'y connaissaient rien il y a 2 ans, qui avant ça étaient sur de la crypto-monnaie ou des NFT, qui avant ça étaient sur le métavers, etc. Donc je me méfie quand même de ce genre de rapport parce qu'on est effectivement que sur du quantitatif et pas forcément sur du qualitatif. Oui, il est nécessaire parfois d'être accompagné, d'avoir des consultants, d'avoir des freelances capables de travailler avec l'IA, sans aucun doute. Et il y a des très bonnes personnes, des personnes très compétentes sur le sujet. En revanche, le conseil que je pourrais donner éventuellement à nos auditeurs et aux entreprises qui recherchent ce genre de profil, c'est de bien faire leur devoir, de bien vérifier les compétences techniques, les qualifications et le parcours des freelances avec lesquels elles travaillent. Moi, ça m'est arrivé, si tu veux, de rechercher parfois dans mes activités présentes ou passées
des freelances, notamment spécialisés dans l'IA, pour accompagner la transformation digitale, etc. Mais tu te rends compte que finalement, tu as des gens qui sont très pertinents parce qu'ils se sont formés sur le tas et assez rapidement, et je leur tire mon chapeau parce que ça va vraiment très vite, mais qui n'ont pas toujours le background technique, qui sont pas toujours capables de discuter avec une DSI sur l'implémentation de certains projets d'IA. Donc voilà, faut quand même creuser un peu le sujet avant de choisir le premier freelance venu. Passer on va dire ce disclaimer, c'est certain qu'après il y a énormément d'opportunités qui s'ouvrent pour les freelances à partir du moment où ils ont envie d'apprendre, où ils sont capables effectivement de travailler dans plein de sujets différents. Et clairement, c'est pas du tout un effet de mode, c'est là pour durer. Mais à l'inverse, il y a aussi des freelances qui vont voir, à mon avis, leur volume de travail diminuer. C'est le cas notamment, je pense, des rédacteurs, c'est le cas de certains illustrateurs ou graphistes, ça peut être le cas de certains traducteurs. Donc c'est un peu une sorte de mouvement de balancier. D'un côté, le marché va ouvrir beaucoup d'opportunités pour certains freelances, et de l'autre, ça va en refermer, parce que les entreprises, en plus, dans un contexte un peu de morosité économique, d'inflation, d'incertitude, ont plutôt tendance à serrer un peu les budgets. Et c'est important justement de bien mesurer l'évolution du marché qui est portée par l'IA. Oui, tout à fait. Et puis moi, je fais le parallèle avec les entreprises aussi, par-delà les freelances. Par rapport à ton disclaimer, il faut aussi faire attention parce que, en fait, avec cette révolution de l'IA générative, ça a permis finalement d'acculturer notamment les exécutifs, les dirigeants des entreprises au sujet de l'IA, qui existait déjà bien avant le sujet de l'IA générative qui est apparu en 2022. Mais pour autant, eh bien là, ils en ont saisi toute la teneur, toutes les promesses, toutes les opportunités. Et parfois, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui décident de lancer des projets d'IA générative, qui veulent en mettre partout, pour des raisons marketing, mais aussi pour des raisons d'automatisation, opérationnelle, etc. Et en fait, beaucoup en reviennent déjà au bout d'un an, parce qu'on se rend compte que l'IA, en tout cas aujourd'hui, n'est pas une solution universelle à tous les problèmes. Donc en fait, il faut vraiment aussi bien prioriser ces projets d'IA, bien prioriser ces projets d'IA générative lorsqu'on a une entreprise. Effectivement, ça peut avoir une grosse opportunité. Par exemple, vous avez un site internet, vous déployez un chatbot qui est basé sur l'IA générative, et ça peut apporter des réponses qui sont beaucoup plus contextualisées auprès de vos clients ou de vos prospects par rapport au chatbot classique qui existe actuellement. Mais l'idée, c'est pas non plus de faire des projets d'IA partout, parce que en fait parfois c'est plus coûteux de se lancer dans ce type de projet et moins rémunérateur que d'avoir des humains, par exemple. Donc oui, moi j'ai beaucoup de retours sur le sujet, notamment avec les invités qui succèdent à mon micro dans le podcast AI Experience. Je pense qu'il y a il y a plein de choses sur le sujet. Le premier, c'est que j'ai un peu peur que dans un futur proche, on se retrouve avec une forme d'AI washing, un peu comme on a eu du greenwashing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde devait se lancer sur un positionnement écologique, sustainability, etc. Et en réalité, les promesses étaient là, mais les actes n'étaient pas là. J'ai un peu peur que sur l'IA, ça soit un peu la même chose, où parfois on dise, tiens, on a lancé de l'IA dans notre logiciel, dans notre solution, dans nos relations clients, etc. Mais en réalité, derrière, c'est juste de la com, c'est juste du marketing. Donc, faut faire très attention à ça. Pour moi, il faut pas lancer de l'IA juste pour lancer de l'IA, juste pour suivre le marché. Il faut avant tout partir sur un cas d'usage. C'est quels sont les problèmes que l'IA peut venir résoudre dans mon entreprise, quels sont les cas d'usage concrets qui peuvent faire gagner du temps à mes collaborateurs, que ce soit une direction administrative et financière, que ce soit une direction commerciale, que ce soit dans le monde de l'IT, du service client, etc. Faut vraiment partir du cas d'usage plutôt que de tartiner des couches d'IA à n'en plus finir et qui en réalité ne servent pas à grand-chose. Et pour les entreprises notamment un peu structurées, les ETI, les grands groupes, etc., c'est certain que il faut des data engineers, il faut des data analysts, il faut des data scientists. Tous ces postes-là sont vraiment indispensables pour créer des stratégies d'IA. Ils doivent discuter avec la DSI, ils doivent discuter avec tous les services. C'est vraiment des projets transversaux, des projets culturels au sein des entreprises. Et pour tous ces projets d'envergure, tous les consultants que tu peux voir qui sont censés révolutionner l'IA, que tu vois partout sur LinkedIn, qui communiquent beaucoup, c'est certain qu'on n'est pas du tout sur le même niveau d'exigence et de rendu. Ensuite, pour tout ce qui est, je dirais, petites entreprises, start-up, TPE, PME, etc., là, en revanche, ces gens-là ont un rôle à jouer,
parce que tu peux avoir une certaine résistance au changement, tu peux avoir besoin de démocratiser quand même pas mal l'accès à l'IA et à l'IA générative en particulier. Et là, oui, c'est certain que les consultants, les freelances ont un rôle à jouer pour justement prendre conscience du changement, parce que ça peut prendre un peu de temps parfois. Et le changement humain ne va pas au même rythme que le changement technologique. Le temps que le patron d'une PME réalise les opportunités qui sont proposées par l'IA générative, on est passé de GPT 3.5 à GPT 4o, tu vois. Donc c'est vraiment, vraiment important de prendre ça en considération. Il y a des choses qui marchent très bien sans l'IA, et il n'y a pas besoin de mettre de l'IA partout, ça c'est le premier point. Faire attention à pas surcommuniquer par rapport à l'IA, partir toujours des cas d'usage, et puis embaucher les bonnes personnes aux bons endroits pour à la fois démocratiser et surtout mettre en application de manière concrète ces fameux cas d'usage. Alors écoute, Julien, ce que tu dis est passionnant. Je te propose tout de suite qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet désormais et qu'on passe au rendez-vous expert. Avant ça, les auditeurs, si vous appréciez cette conversation, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un 5 étoiles, évidemment. C'est parti pour le rendez-vous expert. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on est avec Julien pour parler de comment lancer son business avec l'intelligence artificielle. Donc c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on disait auparavant. Alors Julien, tu nous as présenté un petit peu ton parcours. Est-ce que maintenant tu peux nous dire un petit peu comment tu as commencé à intégrer l'intelligence artificielle au quotidien dans le cadre de tes business et comment elle t'aide très concrètement, sur quel domaine, dans quelle dimension, etc. etc. Ouais, absolument. Alors moi j'ai lancé un podcast qui s'appelle AI Experience en septembre 2023, et alors je considérerais plus ça comme un projet, comme un business, pour une raison simple, c'est que ça me coûte de l'argent et ça m'en rapporte pas. Mais l'idée, si tu veux, c'était de dire au départ comment construire un side project qui pourrait éventuellement à terme me rapporter un peu d'argent, même si c'est pas le cas aujourd'hui, et comment faire en sorte que que j'y passe le moins de temps possible. Parce que c'est quelque chose que je fais en plus de mes autres activités, c'est pas quelque chose que je fais à temps plein. C'est comme toi, Alexandre, t'as un travail, t'as une activité à côté, t'as des hobbies, etc. Et moi, le but, j'ai essayé de construire cette démarche en étant un peu automatisation by design et AI by design. Donc concrètement, un podcast, c'est quoi? C'est juste de la création de contenu, hein. C'est pas plus compliqué que ça, mais dans cette création de contenu, il y a pas mal de choses qu'on peut essayer d'automatiser au maximum, et je pense que c'est là où l'IA générative joue un rôle majeur pour tous les créateurs de contenu et tous les futurs consultants, freelance et créateurs de contenu. C'est qu'il y a plein de petites choses qui prennent du temps, qui ont peu de valeur ajoutée et qu'on peut automatiser facilement. Donc moi, j'ai donné un exemple très concret. Quand je prépare mes podcasts, typiquement, la liste des questions que je vais poser à mes invités, je la travaille dans un premier temps en amont, et une fois que j'ai ma base qui est structurée, ensuite c'est ChatGPT qui va m'aider et qui va me faire gagner du temps sur la rédaction du script, sur l'identification des questions, etc. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, ça va être au niveau des illustrations, des visuels, du site web. Tu as plein d'outils d'IA qui sont aujourd'hui capables de faire ça très bien, sans avoir besoin d'embaucher forcément un illustrateur ou un graphiste. Donc ça c'est un cas d'usage assez simple. Et puis après, il y a des cas où l'IA soit est trop compliqué à mettre en place ou trop coûteux, ou soit j'ai pas trouvé la bonne solution, et donc là je fonctionne beaucoup par gabarit, par template. Donc je vais donner un exemple concret, c'est que moi par exemple les vignettes de mes podcasts ou les carousels que je partage sur LinkedIn après chaque épisode, j'ai demandé à un graphiste, pour le coup, avec lequel j'ai déjà travaillé par le passé, de me faire des gabarits types. Ça a coûté quelques centaines d'euros, et à partir de ces gabarits types, moi ça me gagne tellement de temps, parce que j'ai juste en fait à copier-coller, à échanger, à transformer les choses, et au lieu de recréer vraiment un nouveau design à chaque fois, j'ai mon gabarit, je mets à jour l'image, je mets à jour le contenu, et créer un carrousel me prend moins de 5 minutes, alors que si je devais tout le faire moi-même à la main dans InDesign ou dans Photoshop, ça me prendrait évidemment beaucoup plus de temps, parce que c'est pas mon métier. Donc il y a plein d'endroits comme ça où on peut automatiser, où on peut, j'aime pas le terme, mais c'est pas joli, mais templatiser les choses. Et je travaille aussi notamment, une dernière astuce aussi que je peux partager. Moi, j'utilise un logiciel de gestion de projet qui s'appelle Asana, qui est un logiciel qui est fantastique, que j'utilise depuis plus de 10 ans.
et où on peut aussi injecter beaucoup d'automatisation et un petit peu d'intelligence artificielle dessus. Et en gros, ma tech stack, si tu veux, c'est Asana sur la gestion de projet, Notion sur la partie documentation, rédaction, écriture, et puis derrière, j'ai un petit peu de ChatGPT et quelques logiciels pour justement automatiser et accélérer certains des process. Ouais, bah écoute, super intéressant. Je pense qu'on a un petit peu le même type d'utilisation, toi et moi, et bien de l'intelligence artificielle au quotidien pour renforcer, alors je dirais pas nos business parce que je suis dans le même cas que toi, Espria ne me rapporte pas d'argent, mais c'est un beau projet pour lequel je suis vraiment passionné. Et donc du coup, j'utilise effectivement l'intelligence artificielle un petit peu au quotidien pour m'aider à développer le podcast, à préparer les émissions comme tu le fais. Et en fait, je rajouterai également comme outil de productivité qui va venir en parallèle de notre utilisation de ChatGPT, Canva, que moi j'utilise énormément, qui est beaucoup plus simple d'utilisation que PowerPoint par exemple, et qui aide énormément sur la partie graphisme, réalisation de templates, réalisation de carousels à diffuser sur les réseaux sociaux. Très pragmatiquement, par exemple, lorsque je prépare une miniature pour un podcast qu'on va diffuser, par exemple là, la miniature du podcast qu'on va diffuser, je vais utiliser des éléments sur Canva, et puis je vais pouvoir rajouter des éléments graphiques que j'aurais générés avec ChatGPT. Donc souvent j'aime bien mettre une sorte de Terminator dans mes miniatures sur Canva. Et bien la plupart du temps il m'a été généré par DALL-E intégré à ChatGPT, et puis je le prends et je le rajoute sur Canva, et puis ça me permet d'avoir une intégration de ChatGPT dans mes outils de productivité. De te couper, Alexandre, et je repensais à d'autres cas d'usage qui peuvent être intéressants. Moi, je sais qu'après chacun de mes podcasts, je les transcris en fait automatiquement. Donc, il y a un outil d'IA qui est également un autre outil d'IA pour transcrire les podcasts. On en trouve très facilement, ça c'est assez facile. Mais après, derrière, la transcription a parfois besoin d'être réorganisée. Donc, parfois, ce qui est intéressant, c'est que tu peux donner à ChatGPT ton fichier transcrit brut, et ChatGPT peut le réorganiser. Question-réponse, question-réponse. Et moi, je lui ai dit, par exemple, avant chaque question, c'est Julien Rodelsperger qui pose la question. Voici le nom de mon invité, c'est mon invité qui répond. Tu mets des guillemets français ouvrants avant le début de la réponse. Tu mets des guillemets fermés français avant la fin de la réponse. Et comme ça permet vraiment de structurer ta retranscription de podcast et que moi, je diffuse sur mon site web, tu vois, par exemple. Bah, tout à fait, et on peut vraiment utiliser ChatGPT au quotidien dans ce type de business, et en réalité il faut juste expérimenter pour trouver les cas d'usage qui peuvent vraiment vous aider au quotidien. On n'a pas, quand on commence à utiliser ChatGPT, forcément une vision extrêmement large de tout ce qu'on peut faire avec, mais petit à petit, à force de l'utiliser, on trouve des nouveaux cas d'usage qu'on peut utiliser au quotidien. Et puis sinon, il ne faut pas hésiter à demander aux personnes qui l'utilisent vraiment, réellement, énormément, et elles auront toujours des conseils à vous donner. Alors par exemple, on peut utiliser dans le cadre d'un business qu'on a déjà lancé ou d'un projet qu'on a déjà lancé, ChatGPT pour améliorer son branding. Alors, par exemple, la création d'un logo. Vous n'avez pas de logo d'entreprise, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à créer le logo. Donc pour ça, si vous avez notamment des bases dans le prompt engineering, vous allez pouvoir vraiment spécifier un maximum ce que vous attendez de votre logo. Et ensuite, vous pouvez le retravailler sur Canva, sur Photoshop, sur Paint, et vous aurez un logo qui aura été généré très rapidement. Mais même pour réfléchir à votre stratégie de branding, quelles sont les couleurs fortes que vous voulez qui se dégagent de votre logo, quel est le ton dans la communication que vous souhaitez employer dans le cadre de votre communication d'entreprise, de business, quelles sont les valeurs de votre marque. Et pour ça, vous n'avez juste qu'à discuter avec ChatGPT qui va vous donner des avis, qui va vous permettre d'agir un petit peu comme un consultant en branding, en marketing, en communication, et vous aider justement à affiner votre stratégie. Pardon, il y a un point qui est intéressant, Alexandre, c'est utiliser ChatGPT aussi dans la vision et dans la stratégie d'entreprise. Moi, j'aime bien l'utiliser dans le rôle du contradicteur, parce que parfois on a une idée, on est persuadé que ça va marcher, ça va cartonner, ça va être génial. En fait, pas du tout, mais on le sait pas toujours. Et ChatGPT peut être intéressant dans ce domaine-là en disant voilà mon projet de side business, side project, voilà ce que je voudrais faire.
Donc déjà, ChatGPT peut être très utile pour réécrire la vision, la mission, le projet, vraiment structurer les choses et avoir un pitch qui soit très clair. Ça, c'est hyper important quand on veut le présenter à une audience. Et après, jouer le rôle du contradicteur en disant qu'est-ce qui va pas marcher, quels sont les points sur lesquels je devrais faire attention. Et vraiment un peu livrer en pâture son projet à ChatGPT en disant tu me le démolis, tu me le démontes, je veux savoir quels sont les points de faiblesse. Et ça va permettre derrière de le reconstruire, de le solidifier, ou alors d'avoir des arguments qui viennent répondre éventuellement à ces points de friction, à ces points faibles d'un projet. Également, Julien, j'aimerais quand même mettre en avant l'aspect réglementation, parce qu'il y a quand même des risques à utiliser comme ça l'intelligence artificielle au quotidien dans son entreprise, dans le cadre de son business. Il y a des risques en matière de propriété intellectuelle, il y a des risques sur les usages de l'IA que vous allez avoir. Avec l'AI Act, tout ça va être de plus en plus encadré, et notamment lorsque vous intégrez de l'intelligence artificielle dans votre entreprise, que vous l'utilisez au quotidien, il faut faire attention, par exemple, si vous créez un logo, à ce que ce logo soit pas en fait une reproduction que ChatGPT aurait fait de logos déjà existants. Parce que sinon, ça veut dire que vous n'avez pas la propriété intellectuelle sur le logo que vous allez être amené à utiliser. Si vous utilisez ChatGPT, que vous l'intégrez dans votre entreprise en tant que chatbot, il y a des obligations de transparence qui vont devoir être respectées par rapport à la loi. Donc, veillez quand même à ne pas utiliser l'intelligence artificielle n'importe comment dans le cadre de vos business, parce qu'il y a quand même des risques, il y a quand même des contraintes réglementaires. Puis surtout, ne pas partager d'informations évidemment confidentielles, des données clients, ce genre de choses sur ChatGPT. Je vais juste raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois. Je demandais à ChatGPT de me faire un résumé d'un document PDF de, 50 pages, un truc comme ça. Donc il a commencé à travailler, et au bout d'un moment, j'ai pas compris ce qui s'est passé, donc c'était GPT-4 à l'époque. Il a fait référence à un document qui avait été uploadé par c'était le département de santé du Maryland aux États-Unis, et il continuait son analyse sur un document qui n'avait rien à voir avec celui que moi-même j'avais uploadé en ligne. Donc c'était complètement fou de se dire que, je sais pas pourquoi, d'un seul coup il avait bifurqué. Il a utilisé un document PDF qui avait été partagé en ligne par une autre organisation ou d'autres personnes qui auraient pu contenir des données personnelles. C'était pas le cas, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous uploadez des fichiers, où vous partagez des noms, des nombres, des données statistiques et autres en ligne à ChatGPT, ça peut être réutilisé très facilement, parfois volontairement, parfois involontairement. Donc vraiment être très très prudent par rapport à ça. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ou les entreprises, évidemment, c'est mettre en place des guidelines qui sont très clairs. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? Et puis surtout surveiller un peu les usages qui sont faits avec ChatGPT. Une de mes invitées récemment me disait il y a 60% des professionnels en entreprise, je crois, qui utilisent ChatGPT, mais qui n'osent pas en parler, et qui s'en cachent, en fait, qui n'osent pas en parler à leur direction. Donc en fait, il y a énormément de salariés, de collaborateurs en entreprise qui utilisent cet outil, mais de manière cachée, parce que ils peuvent avoir peur du regard des autres, du regard du manager, du regard du directeur, en se disant si j'utilise un outil d'intelligence artificielle générative, peut-être que mon poste va être à risque, peut-être qu'on va penser que je suis pas capable de bien faire mon travail, etc. Et je pense que c'est vraiment un mauvais état d'esprit, parce que aujourd'hui, ChatGPT doit être utilisé comme on utilise Google pour faire de la recherche en ligne. Je veux dire, il faut pas s'en cacher. C'est normal, c'est même un signe d'intelligence quelque part d'utiliser les outils à notre disposition pour aller plus vite, à la condition de bien les utiliser. Pour revenir sur ce que tu disais, Alexandre, c'est effectivement, notamment sur la partie propriété intellectuelle, gestion des données personnelles, faut être vraiment super carré et se dire que tout ce qu'on partage sur ChatGPT, c'est une agora publique potentiellement, ça peut être vu et réutilisé par n'importe qui. Je ne peux que abonder en ton sens, c'est vraiment une alerte sur laquelle il faut revenir systématiquement lorsqu'on parle de ChatGPT. Le potentiel est énorme et on va pas du tout le remettre en question. Par contre, dans le cadre d'une utilisation en entreprise, partez du principe que tout ce que vous apportez à ChatGPT peut être non seulement transféré auprès d'OpenAI, mais même restitué auprès d'autres utilisateurs. C'est ce qui s'est passé avec Samsung, c'est ce qui s'est passé avec plein de boîtes. Et en fait, le risque est énorme parce que vous pouvez vous mettre en infraction avec le RGPD si vous transférez des données personnelles. Mais si vous diffusez des données stratégiques pour votre entreprise, la concurrence peut les réceptionner.
Absolument. Donc vraiment prudence et toujours c'est une question de cas d'usage. C'est bien utiliser ces outils pour avoir une vraie valeur ajoutée derrière. On peut également désormais en 2024 lancer son business sur l'intelligence artificielle et pas seulement se servir de l'IA générative pour renforcer un business déjà existant. On parlait tout à l'heure de la prestation de service, c'est ce qui se fait de plus en plus. Aujourd'hui, c'est très simple. J'avais fait une conférence avec, je les salue d'ailleurs, Quentin IA et Ryan Djebali de The ChatGPT Academy. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur YouTube sur les opportunités de l'intelligence artificielle pour lancer son business en 2024. Et Quentin IA était intervenu sur notamment comment très facilement on pouvait faire de la prestation de service avec ChatGPT désormais. Donc c'est très simple, hein, vous allez sur une des principales plateformes de prestation de service en ligne, vous vous déclarez en tant que prestataire, donc c'est par exemple Fiverr, 5euros.com, Malte, etc. Et vous regardez les principales prestations qui sont proposées sur le site. Donc vous avez des choses très classiques comme du copywriting, comme de la création de logos, comme de la stratégie marketing, etc., etc. Et vous commencez à réfléchir comment ChatGPT peut intervenir sur chacune de ces prestations. Si sur une des prestations, vous savez comment manier ChatGPT pour produire derrière et répondre à ce type de prestation, vous y allez. Et à ce moment-là, c'est très simple. Vous proposez vos services en prestation, par exemple sur du copywriting, et en fait, ChatGPT sera votre allié au quotidien pour répondre aux demandes rapidement, efficacement, etc., etc. Et donc, vous pouvez générer très rapidement de l'argent parce que, contrairement à d'autres prestataires sur ce type de plateforme de freelance, vous utilisez l'intelligence artificielle et vous pouvez répondre à énormément de demandes rapidement et efficacement. Alors, évidemment, toujours à prendre avec des pincettes, ne jamais utiliser l'IA en tant que telle sans avoir un recul humain. Faut faire attention également à ne pas diffuser de la donnée personnelle ou confidentielle que le client vous aura apporté. Il y a également la problématique de la transparence. Est-ce qu'il faut dire ou non au client que vous avez utilisé ChatGPT pour vous aider dans la réponse? C'est une question dont on avait parlé notamment avec H Digital dans le cadre de ce podcast. Mais en tous les cas, ça vous permet de booster votre productivité énormément et générer des revenus assez facilement. Ça parle. Moi, si tu veux, ça fait 10 ans que je fais de la rédaction en parallèle de mes activités professionnelles, donc j'ai évidemment pas attendu de ChatGPT pour me lancer. Après, je voudrais juste revenir sur 2-3 points importants, notamment dans tout ce qui est copywriting, rédaction, illustration et autres. Je pense qu'on va arriver à un marché qui est quand même, s'il n'est pas saturé, il est pas loin d'être saturé parce que il a jamais été aussi facile de se lancer et il y a beaucoup de plateformes qui facilitent justement la mise en relation de ces professionnels, de ces primo-entrepreneurs. Pour émerger, je pense que la vraie problématique, c'est comment est-ce qu'on émerge dans ce marché qui est vraiment très très touffu. Et moi, ma recommandation, ça serait vraiment d'essayer de trouver sa niche en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être rédacteur spécialisé un peu dans tout, c'est ultra difficile si vous n'avez pas énormément d'expérience, de contacts, de réseau. En revanche, si vous avez une spécialité, si vous avez des études dans un domaine en particulier et qu'en parallèle vous êtes capable d'avoir une belle plume et ChatGPT peut vous aider en plus pour vous faire gagner du temps, là ça peut être vraiment gagnant. Je vais donner des exemples concrets. Imaginons que vous êtes, je sais pas moi, agent immobilier, vous maîtrisez le sujet de l'immobilier, des réglementations, etc. et qu'en plus vous voulez faire un peu de travail de rédaction en parallèle le soir et le week-end. Là ça peut vraiment bien fonctionner de se dire vous vous spécialisez dans un marché, vous travaillez dans dans l'industrie pharmaceutique, dans la biologie, dans les sciences, même principe, vous avez une rédaction technique, vous avez les mots de vocabulaire, vous connaissez les codes. Là, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pareil dans le milieu bancaire, pareil dans le milieu de la construction du BTP, dans le milieu de l'informatique, etc. Je pense que le futur du solopreneur, de l'entrepreneur en freelance sur Malte et autres, va vraiment passer par une hyper spécialisation des compétences, soit par celle qu'on a acquis dans le cadre de son expérience professionnelle ou de ses études, soit parce que on a décidé de se focaliser sur un secteur et un marché et de s'auto-former pour vraiment bien comprendre tous ces codes. Les rédacteurs, traducteurs trop généralistes, je miserais quand même pas trop dessus dans un futur proche,
s'ils n'ont pas 10-15 ans d'expérience et un réseau super solide, quoi. Est-ce que toi, du coup, de par ton expérience dans le copywriting, t'as l'impression que justement ce métier va s'éteindre en fait à cause des capacités que ChatGPT propose de manière très accessible à tout le monde et fera en sorte que en fait, très rapidement dans le futur, les gens n'aient plus besoin de passer par ce site, par ce type de site internet, tout simplement parce que avec ChatGPT, ils auront déjà la possibilité de le faire par eux-mêmes. Honnêtement, je pense pas qu'il va s'éteindre, mais je pense qu'il va se transformer pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Alors déjà, oui, il y a eu un impact sur l'activité, je pense. Enfin, en tout cas, je parle de mon cas. En gros, entre 2022 et 2024, j'ai perdu entre 30 et 40% de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Et un truc que j'avais pas forcément vu venir au départ, mais les boîtes, à la fois, mes clients investissaient moins, se désengageaient, et quand elles avaient des travaux de rédaction à faire, elles passent directement par ChatGPT. Donc moi, j'ai accusé une grosse baisse d'activité. Là aujourd'hui les choses vont un petit peu mieux pour plusieurs raisons. Je pense que le rédacteur aujourd'hui ne doit pas faire que de la rédaction. Il doit aussi avoir un rôle de conseil, un regard extérieur. Il doit effectivement travailler le référencement, il doit trouver les mots-clés, il doit véhiculer un peu la valeur, la mission de l'entreprise, la vision de l'entreprise, être cohérent par rapport au persona. Il y a un vrai travail marketing derrière en fait. Et aussi les clients avec lesquels je travaille, c'est beaucoup des clients qui ont juste pas le temps en fait. Ils ont pas le temps, ils ont pas les ressources. Ils ont des idées, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais derrière, ils ont besoin d'externaliser ça. Et s'ils n'ont pas le temps de travailler leur stratégie de contenu, ils n'ont pas le temps de demander à ChatGPT non plus de le faire, parce qu'ils sont très occupés par ailleurs. Donc, les freelances et les rédacteurs notamment peuvent vraiment intervenir, à la fois s'ils sont spécialisés, j'en ai parlé à l'instant, mais également s'ils peuvent apporter une valeur supplémentaire, des services supplémentaires, tu vois. C'est pas juste livrer un document Word de 700 mots. Ça va être vraiment d'accompagner avec une stratégie, avec une vision, avec aller un petit peu plus loin parfois de ce qu'on peut nous demander pour être sûr de créer de la valeur. Je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui la clé du sujet. C'est comment, en tant que freelance, on crée une valeur au contenu que l'IA est capable de produire. Pourquoi est-ce qu'on ferait appel à un humain pour créer un contenu que l'IA pourrait générer facilement ? Donc c'est la spécialisation, la capacité de communiquer avec l'IA et tous les services qu'on doit être capable d'offrir avec pour faire gagner du temps à nos clients. Alors justement, je te propose qu'on reste justement dans ce que tu es en train d'aborder actuellement, avec cette nécessité de créer de la valeur, en passant à la dernière partie qui est un petit peu un cas pratique de ce qu'on a dit aujourd'hui, notamment pour la partie freelancing, à savoir l'écho des curieux. Amis, vous le savez, dans l'écho des curieux, eh bien, on vous donne la parole, vous les auditeurs, en vous posant des questions au préalable sur les réseaux sociaux avant l'enregistrement de l'émission. Et aujourd'hui, le cas pratique était le suivant. Vous décidez de passer par la plateforme de freelancing de votre choix pour optimiser la charte graphique et la présentation marketing de votre site internet. Vous vous rendez compte que le freelance que vous avez embauché a utilisé ChatGPT pour arriver à ses fins. Comment réagissez-vous ? Et là, on a eu pas mal de réponses qui étaient très intéressantes. Et sur cette partie création de valeur, justement, Julien, tu pourras donner ton avis tout de suite. On a Adrien qui nous dit « Tout dépend du résultat obtenu. J'attends du prestataire qu'il fasse preuve de créativité. » Evolu Media nous dit également « Ça dépend de la qualité du travail, même chose, mais je serais mécontent si le format ChatGPT était trop visible. » Donc on voit qu'il y a quand même une attente de qualité derrière et que y a quand même des doutes sur la possibilité que ChatGPT fasse un travail tout seul qui soit aussi bien que celui d'un humain. Ouais, c'est ça, mais enfin, ChatGPT, c'est vraiment, faut le considérer comme un super assistant. C'est pas quelqu'un qui va faire le travail à votre place. C'est un super assistant qui est là pour vous mâcher le travail un peu, pour vous donner des nouvelles idées, beaucoup, pour vous challenger également, vous remettre en question, vérifier certains contenus par exemple. Mais faut toujours repasser dessus. Et je pense que le rôle du freelance, il est là aujourd'hui. Les personnes qui se disent, je me lance en freelance, je me débrouille pas trop mal pour prompter, et puis c'est ChatGPT qui fait le job en 10 minutes. Je pense pas que ça va fonctionner. Peut-être que ça va fonctionner à court terme, mais à moyen terme, on va rapidement s'en rendre compte. Et moi, je passe mes journées dans la création de contenu. C'est ce que je fais depuis des années. J'utilise évidemment ChatGPT sur certains projets, mais je livre jamais ce que ChatGPT me donne. C'est-à-dire que j'utilise moi ChatGPT pour travailler un plan, apporter des nouvelles idées,
m'assurer que ce que je rédige est en lien avec le brief, avec le persona, avec la vision et avec la mission. Mais c'est évidemment une erreur, il faut jamais faire ça. Juste copier-coller ce que ChatGPT fait et l'envoyer, parce que les structures de phrases sont quand même vraiment souvent les mêmes. On reconnaît assez facilement aujourd'hui un truc écrit par ChatGPT, ne serait-ce que dans la syntaxe. T'as des majuscules au mauvais endroit parce qu'il se base sur la syntaxe anglaise. Donc souvent t'as des titres avec des majuscules à tous les mots. Là tu sais que c'est un truc qui a été fait par ChatGPT. T'as pas d'espace avant les 2 points parce que pareil il se base souvent sur la syntaxe française, la syntaxe anglaise. T'as souvent des introductions qui commencent par dans un monde, dans un écosystème ou dans blablabla. Donc là pareil tu sais que c'est un truc qui a été pondu par ChatGPT. T'as des mots de liaison du style en outre ou en conclusion ou voici ce que nous allons voir dans cet article. Ça, c'est des structures, vraiment, tu les vois, mais à 10 km, quoi, quand t'as un peu l'œil. C'est des choses qui sont très scolaires, et moi, c'est vraiment ce que je reproche à ChatGPT. Même le 4O n'a pas encore réglé tous ces problèmes-là. C'est une écriture qui est relativement scolaire, assez simple, et qui n'a pas d'âme. Et le rôle du freelance, le rôle du rédacteur, c'est d'apporter ce supplément d'âme, d'apporter de la valeur. Et moi, je travaille en tant que freelance, et j'ai fait travailler également des rédacteurs en freelance. Et ça se voit, enfin je veux dire, ça se voit quand tu utilises ChatGPT et il y a juste aucun intérêt. L'humain a encore son rôle à jouer dans ce type de prestation. Il doit vraiment être au centre du dispositif et il faut vraiment voir l'IA générative actuellement comme un compagnon pour gagner du temps et automatiser certaines parties qui peuvent être répétitives, mais pas du tout comme une fin en soi. Et puis il y a également d'autres problématiques qui se posent, mais on a eu l'occasion d'en parler également tout à l'heure. Donc on a eu Veti24 qui nous dit: si des données de mon entreprise ont été divulguées, ça me pose un problème. Et également, on a Mélissa Tréhou qui nous dit: si le prestataire n'a pas été transparent sur cette question, le fait d'utiliser ChatGPT, c'est rédhibitoire pour moi. Donc, la question de la transparence vis-à-vis des clients et la question également de la souveraineté des données, parce que effectivement, vous allez faire une stratégie marketing en faisant appel à un prestataire et donc vous lui transmettez des données de votre entreprise qui sont normalement censées rester confidentielles et celui-ci les fait ingurgiter à ChatGPT, eh bien on peut partir du principe que toutes vos données ont été rendues publiques sur la place et là ça peut être extrêmement problématique et je suis pas sûr qu'aujourd'hui tous les prestataires sur les plateformes de freelancing qui font appel à de l'IA aient conscience de ça. Donc c'est également des gros enjeux à soulever, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais, c'est sûr. Alors moi sur la partie divulgation des données, enfin pour moi c'est clairement la responsabilité du client. Moi systématiquement quand j'embauche des gens de l'extérieur, que ce soit des entreprises, des partenaires des très grosses boîtes ou des indépendants, je fais toujours signer un NDA. Un NDA c'est un accord, une clause de non-divulgation. Et qui engage la responsabilité du prestataire si il divulgue mes données en tant que client, tu vois. Donc ça, oui, je suis d'accord que ces données doivent pas être divulguées, c'est sûr. Mais pour moi, c'est la responsabilité du client, de la personne qui demande le travail. Il doit mettre en place les bons garde-fous et il doit faire en sorte de cadrer les choses. Alors, je le disais en début d'émission, j'habite au Canada et c'est vrai qu'on a tendance un peu à judiciariser beaucoup les choses, sans doute un peu plus qu'en France et en Europe, mais systématiquement, tout est contractualisé. La moindre relation de travail, en tout cas, est systématiquement contractualisée. Après, Mélissa parlait de la transparence sur la question d'utilisation de ChatGPT. Je suis un petit peu plus nuancé sur le sujet parce que pour moi, ChatGPT est un outil comme peut l'être Google. Et quand j'écris des articles et que je fais des recherches sur Google, je dis pas à mes clients que je fais des recherches sur Google, c'est normal, c'est logique. Et j'ai pas forcément à déclarer toute ma tech stack à tous mes clients, que j'utilise Asana pour faire ça, Notion pour faire ça, ChatGPT pour faire ça, Midjourney pour faire ça, etc. La question de la transparence, logiquement, elle devrait pas avoir à se poser si on travaille avec des bons freelances, avec des bons rédacteurs, avec des bons traducteurs, avec des bons illustrateurs, parce qu'ils doivent être capables d'utiliser ces outils à bon escient. Mais là, ça va dépendre de la relation, de la qualité de la relation qu'on a entre un client et un fournisseur. Je pense que le problème peut-être, pour aller un peu dans le sens de Mélissa, c'est de dire quelqu'un qui ne dit pas qu'il a utilisé ChatGPT, pour moi n'est pas un problème, mais il faut pas que ça transpire le ChatGPT sur le livrable final, tu vois. C'est clair que quand on va lui poser la question, s'il nous dit non et qu'il ment, non, j'ai pas utilisé ChatGPT, alors que ça se voit clairement, là c'est un vrai problème. Mais après, c'est une question de qualité de prestation et puis de trouver les bonnes personnes. Voilà, c'est ça, tout dépend de la qualité de la prestation et puis même dans l'AI Act,
il est prévu que justement les contenus qui soient générés par IA puissent vraiment bénéficier par exemple d'un filigrane pour dire voilà, ce contenu a été généré par une IA, que ce soit une photo, une vidéo, etc. C'est pour lutter contre les risques de deepfake, mais aussi pour que en fait les clients, les utilisateurs puissent être informés et qu'il y ait de la transparence sur ce sujet. Donc évidemment, un contenu qui aura été généré par une IA dans le futur et qui n'aura même pas été retravaillé par le prestataire, eh bien normalement ça devrait se voir assez facilement, notamment pour la création de logos, etc., etc. Même si déjà aujourd'hui, à l'œil nu, on peut réussir à percevoir du texte qui aurait été généré et pas retravaillé à partir de ChatGPT ou des logos, etc., etc. Ouais, totalement. Et puis, je pense qu'il y a aussi encore un futur aussi pour les freelances, que ce soit en traduction ou en rédaction, dans tous les endroits, dans tous les secteurs d'activité un peu confidentiels, tu vois, où les entreprises ne sont pas très à l'aise à utiliser des outils d'intelligence artificielle. Je sais pas, ça peut être dans le monde des médias, de la communication, de la politique, de la défense, de l'industrie pharmaceutique, etc. Où travailler avec des humains est parfois plus simple, plus rapide et plus sécurisé que de travailler avec des outils d'IA où tu sais pas trop où vont après partir les données, quoi. Tout à fait. Alors écoute, merci beaucoup Julien pour cette conversation. On arrive à la fin de l'émission. C'était vraiment passionnant. On a pu, à mon sens, donner beaucoup de valeur justement aux personnes qui souhaiteraient renforcer leurs initiatives existantes en utilisant ChatGPT, en utilisant l'IA. Également à celles qui souhaitent se lancer en 2024. Dans l'entrepreneuriat, le freelancing, c'était passionnant. Est-ce que tu souhaites renvoyer vers tes initiatives? Je pense notamment à ton podcast AI Experience. Oui, absolument, ouais. Merci Alexandre. Donc effectivement, moi je suis le créateur de AI Experience que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Un épisode par semaine, soit en français, soit en anglais. J'ai 2 émissions, une émission en français, une émission en anglais, dans lequel j'interviewe des professionnels de différents secteurs et que vous pouvez retrouver également sur LinkedIn, Instagram et puis directement sur mon site ai-experience.io. Eh bien, c'est parfait, je te remercie infiniment. On mettra tous les liens en description. Je vous remercie, les auditeurs, d'avoir été avec nous pour nous écouter aujourd'hui, bénéficier des savoirs, notamment de Julien. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à laisser un 5 étoiles à cette émission sur Spotify, à la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci Alexandre, au revoir.